À Ouagadougou, un micro suffit à déplacer l'air du monde. En 24 heures, la séquence franchit les écrans dès le départ. En 48, des présidences du Sahel la commentent et en une semaine, l'absence de riposte officielle devient l'argument le plus retentissant. Que change pour un spectateur le fait qu'Ibrahim Traoré parle de souveraineté et de dignité sans téléprompteur, puis affirme que son pays ne répond ni à Tel Aviv, ni à Washington, ni à Paris. Et si ce silence, cette fois, annonçait une nouvelle règle du jeu pour toute la région? Cette analyse promet une lecture claire de ce qui est réellement en jeu, au-delà d'un discours devenu viral. Elle explique pourquoi cette séquence n'est ni un éclat isolé, ni un simple épisode médiatique, mais un test de crédibilité pour des équilibres politiques déjà fragiles. Le bénéfice pour le public est direct, comprendre en 10 minutes ce que d'autres récits dispersent sur des semaines sans jargon ni spéculation inutile. L'enjeu central touche à la souveraineté pratique, pas symbolique, qui parle, à qui et avec quelles conséquences quand des avertissements informels cessent de produire l'effet attendu. À cela s'ajoutent des risques réels, isolement, pression économique, recalibrage diplomatique, que l'enthousiasme en ligne tend parfois à minimiser. Mais il existe aussi un potentiel rarement mesuré, la capacité d'un message à fédérer, à déplacer l'agenda et à rendre coûteux le retour au silence. C'est ici que le cas d'Ibrahim Traoré devient un prisme utile, non pour l'héroïsation, mais pour observer un mécanisme. Enfin, la question qui guide cette lecture est simple. Que se passe-t-il quand la retenue cesse d'être la stratégie dominante et qui en paie le prix, à court terme comme après? Ce qui se révèle, ce sont deux faits rapprochés. En moins de 48 heures, la vidéo circule massivement sur plusieurs plateformes et dans la semaine qui suit, aucune réponse officielle publique n'est formulée par la partie mise en cause. Ce décalage entre vitesse virale et silence institutionnel devient le signal à observer. Il indique que l'événement dépasse le cadre d'un simple discours et entre dans une zone de calcul politique. Dans ce laps de temps court, Ibrahim Traoré cesse d'être perçu comme un acteur local pour devenir un point de référence régional. Le message n'est pas inédit par son vocabulaire. Souveraineté, dignité, un refus des menaces, mais par sa mise en scène. Un chef d'État jeune, sans script, parlant frontalement et assumant que l'absence de réponse fera partie de l'effet recherché. Pour comprendre pourquoi cela prend, il faut replacer la scène dans un contexte plus large. Depuis des décennies, de nombreux dirigeants africains ont appris que la parole publique pouvait coûter cher. Les avertissements, explicites ou indirects, ont souvent fonctionné parce qu'ils s'appuyaient sur une dépendance économique, sécuritaire ou diplomatique. Le silence était alors une stratégie rationnelle. Or, dans le Sahel, plusieurs paramètres ont changé presque simultanément. Une fatigue populaire vis-à-vis des arrangements hérités, une circulation accélérée de l'information hors des canaux traditionnels et l'émergence de dirigeants issus des forces armées, moins socialisés au code diplomatique classique. La diffusion du discours suit précisément ces nouvelles routes. Elle passe par des extraits courts partagés dans des groupes privés, puis réapparaît dans des espaces publics où elle est commentée, reformulée, amplifiée. Ce ne sont pas d'abord les médias internationaux qui fixent le cadre, mais des réseaux distribués. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré devient moins le centre du récit que son déclencheur. Ce qui se révèle, à petite échelle, n'est donc pas ce qui a été dit, mais ce qui n'a pas été dit ensuite par les acteurs habituellement prompts à réagir. Ce vide informationnel agit comme un révélateur. Il montre que certaines règles implicites ne produisent plus automatiquement les mêmes effets. Pour saisir l'impact concret de cette séquence, il faut quitter un instant les déclarations officielles et observer les réactions de terrain. Les premiers effets ne se mesurent pas en communiqué, mais en usage. Dans les heures qui suivent, le discours circule dans des espaces où la politique internationale est rarement discutée frontalement. Marchés, groupes familiaux, lieux d'études, cercles religieux, la parole institutionnelle devient matière à conversation ordinaire. Ce déplacement est essentiel. Il transforme un événement diplomatique potentiel en repère symbolique partagé. Les images sont simples, presque brutes. Un uniforme, un micro, une voix sans notes. Elles contrastent avec les codes habituels du pouvoir, souvent perçus comme lointains ou filtrés.
Cette simplicité rend le message appropriable, reproductible, commentable, sans expertise préalable. Dans ces échanges, Chouane Ibrahim Traoré n'est pas toujours cité pour ses phrases exactes, mais pour ceux qu'il incarne à ce moment précis. Il devient un personnage guide, non parce qu'il propose un programme détaillé, mais parce qu'il rend visible une posture, parler sans s'excuser. Pour une partie du public, cela suffit à produire un effet de reconnaissance. Pour d'autres, cela déclenche au contraire des interrogations sur les risques encourus. Les effets précoces sont donc ambivalents. D'un côté, un regain de fierté et l'impression qu'un seuil a été franchi. De l'autre, une prudence persistante, nourrie par des expériences passées où des prises de position similaires ont entraîné des conséquences lourdes. Cette tension structure les discussions dès le départ. Le point clé est là. Avant toute répercussion internationale mesurable, le discours agit comme un test psychologique collectif. Il modifie ce que les individus pensent possible de dire publiquement, même si les résultats matériels restent encore incertains. L'enchaînement commence par une phase d'activation nette. Avant la prise de parole, les signaux évoquant des avertissements adressés à des dirigeants africains circulent de manière diffuse, sans confirmation publique, ni formulation précise. Ce flou fait partie du mécanisme habituel. Il suffit à produire de l'autocensure sans laisser de traces vérifiables. Le discours prononcé à Ouagadougou rompt cette logique. Il transforme un message implicite en sujet explicite et donc contestable. À partir de cet instant, le coup du silence change de camp. La montée s'opère dans les heures suivantes. Les extraits du discours se propagent rapidement, portés par des réseaux qui ne dépendent pas d'une validation éditoriale centrale. Les réactions s'accumulent, non sous la forme de communiqués, mais de signaux symboliques. Partages, commentaires, reprises par d'autres responsables politiques de la région. Dans ce moment précis, Ibrahim Traoré devient un point de convergence, non parce qu'il coordonne une réponse collective, mais parce que son geste réduit l'incertitude pour d'autres acteurs hésitants. Il montre qu'une prise de parole directe est possible sans sanction immédiate visible. Le pic survient lorsque l'absence de réponse officielle se prolonge. Dans un cadre diplomatique classique, ce silence aurait été interprété comme un simple délai. Ici, il est lu comme une hésitation stratégique. Chaque jour sans réaction alimente l'idée que la séquence a déplacé un équilibre, même marginalement. Les observateurs commencent alors à comparer ce cas à d'autres épisodes passés où des déclarations similaires avaient entraîné des pressions rapides et visibles. La comparaison renforce le sentiment de rupture. Les répliques se manifestent ensuite sur plusieurs plans. Au niveau régional, des dirigeants expriment leur soutien de manière mesurée, souvent sans reprendre mot pour mot les formulations initiales. Ce soutien indirect limite les risques individuels tout en signalant une proximité politique. Au niveau international, l'événement est traité de façon fragmentée, parfois marginalisée, ce qui contribue paradoxalement à renforcer sa portée auprès des publics déjà mobilisés. Le décalage entre l'importance perçue localement et la discrétion extérieure devient un élément central du récit. Dans cette phase, Chouane Ibrahim Traoré n'est plus seulement associé à une déclaration, mais à une séquence complète. Activation d'un tabou, montée d'une solidarité prudente, puis propagation d'un silence lourd de sens. L'événement cesse d'être ponctuel pour devenir un précédent. Il n'établit pas une nouvelle norme stable, mais il complique le retour à l'ancienne. La ligne des événements montre ainsi un basculement progressif, d'un avertissement supposé à une réponse assumée, puis à une situation où chaque acteur doit recalculer ses marges. Le discours ne clôt rien, mais il ouvre une période d'incertitude stratégique dont les effets continuent de se déployer. Au point de départ, le niveau de référence est connu. Dans des situations comparables par le passé, une prise de parole jugée trop frontale entraînait rapidement une réponse visible, en qu'elle soit diplomatique, médiatique ou économique. Le délai se comptait en heures ou en jours et le message implicite était clair. Après la séquence de Ouagadougou, ce schéma ne se reproduit pas. Le décalage apparaît précisément là. Même temporalité, même canaux potentiels, mais absence de réaction publique formelle. Ce contraste constitue la première preuve observable. La deuxième preuve,
tient à la dynamique numérique. Habituellement, une déclaration isolée s'épuise rapidement dans le flux d'actualité. Ici, la diffusion suit une courbe différente. Les extraits circulent par vagues successives, réactivés à mesure que le silence se prolonge. Ce mécanisme transforme l'absence de réponse en contenu en soi. Le message initial ne disparaît pas. Il est relu, commenté et interprété à la lumière de ce qui n'arrive pas. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré n'est plus seulement l'auteur d'un discours, mais le point fixe autour duquel s'organisent ses lectures successives. Un troisième indice réside dans la réaction des autres acteurs régionaux. Plutôt que des alignements explicites et coordonnés, on observe des signaux faibles mais convergents, partage symbolique, déclaration de principes sur l'unité ou la souveraineté, absence de prise de distance publique. Ces comportements ne constituent pas une alliance formelle, mais ils marquent une retenue calculée. Le risque n'est plus seulement de parler, mais aussi de condamner celui qui a parlé. Ce déplacement du risque est un indicateur clé du changement en cours. La quatrième preuve concerne le traitement médiatique international. Dans un cadre standard, une déclaration impliquant des tensions géopolitiques aurait généré une couverture soutenue, des analyses contradictoires, des réponses croisées. Ici, la couverture reste parcellaire et souvent secondaire. Ce choix éditorial peut s'expliquer de plusieurs manières, mais son effet est mesurable. Il renforce la perception d'un fossé entre l'importance accordée localement et la discrétion observée à l'extérieur. Ce fossé nourrit l'idée que certains récits circulent désormais indépendamment des grands centres de validation. Enfin, le dernier élément de preuve est plus qualitatif, mais tout aussi révélateur. Les discussions publiques ne portent plus uniquement sur le contenu exact du discours, mais sur ses implications possibles. On débat moins de ce qui a été dit que de ce que cela autorise à dire ensuite. Ce glissement est significatif. Il indique que l'événement a franchi le seuil du commentaire pour entrer dans celui de la projection. Pris ensemble, ces éléments dessinent un tableau cohérent. Le niveau de référence, réaction rapide, pression visible, clôture du débat, ne s'est pas appliqué. À sa place, un décalage durable s'installe, fait de silence, d'amplification indirecte et de recalcul prudent. La preuve n'est pas un chiffre unique ou une décision formelle, mais l'alignement de ces signaux. Il montre que la séquence a modifié, même légèrement, la grammaire attendue des réponses. Et c'est précisément ce déplacement discret qui rend l'épisode difficile à refermer. Une première objection mérite d'être prise au sérieux. Selon ces critiques, une rhétorique aussi frontale peut produire un effet inverse à celui recherché. Elle risquerait d'isoler davantage un pays déjà confronté à des contraintes sécuritaires et économiques lourdes. Dans cette lecture, le silence observé ne serait pas un signe de recul, mais une stratégie d'attente, laissant le temps aux pressions indirectes de s'exercer plus tard, hors caméra et hors réseaux sociaux. Un second argument souligne la fragilité du levier symbolique. Les mots, aussi puissants soient-ils, ne modifient pas à eux seuls des rapports de force structurés sur des décennies. Sans transformation économique concrète, ni alliance solide, une prise de parole spectaculaire pourrait s'éroder rapidement. Les précédents historiques abondent, des discours applaudis, suivis de concessions discrètes, puis d'un retour progressif aux arrangements initiaux. Ces critiques pointent des risques réels. Toutefois, elles omettent un élément clé du contexte actuel. La réponse n'a pas été mesurée uniquement en sanctions visibles, mais en coûts de réputation et de coordination. En choisissant de ne pas répondre publiquement, les acteurs habituellement dominants ont évité l'escalade immédiate, mais ils ont aussi laissé l'initiative narrative à d'autres. Cette asymétrie explique pourquoi la séquence continue de produire des effets différés. Par ailleurs, l'argument de l'isolement suppose que les canaux d'influence restent inchangés. Or, la circulation du message a montré l'existence de réseaux parallèles capables de maintenir l'attention sans relais institutionnel majeur. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'a pas besoin d'une adhésion formelle pour que son geste serve de référence. Il suffit que d'autres acteurs jugent le précédent utile, ou au moins non dissuasif. Enfin, l'objection selon laquelle le symbole s'épuise rapidement
sous-estime sa fonction principale. Le discours ne prétend pas résoudre des contraintes matérielles immédiates. Il agit comme un test, il mesure jusqu'où il est possible d'aller sans déclencher de réponse automatique. Même si les limites apparaissent plus tard, l'information acquise reste précieuse pour tous les acteurs impliqués. La réponse aux critiques n'est donc pas un déni des risques, mais un rééquilibrage de leur lecture. Le coût de parler existe, le coût de se taire aussi. Et c'est précisément ce déplacement du calcul, plus que la victoire d'un camp, qui constitue l'effet durable de la séquence. À ce point du récit, la bascule apparaît clairement. Ouais, ce qui semblait d'abord être une absence de réaction se transforme en signal stratégique lisible par tous. Le non-dit cesse d'être neutre. Il devient une donnée active, interprétée, commentée, intégrée au calcul. Plus le temps passe, plus ce silence pèse, parce qu'il contraste avec des pratiques antérieures bien documentées. Au milieu du récit, ce qui apparaît tient moins à une information nouvelle qu'à un changement de statut. L'événement n'est plus seulement ce qu'Ibrahim Traoré a déclaré, mais ce que cette déclaration empêche désormais de faire sans coût supplémentaire. Répondre tardivement comporte un risque de surréaction. Ne pas répondre du tout alimente l'idée d'un précédent toléré. Ce moment redéfinit la scène. Les acteurs régionaux observent non pour imiter mécaniquement, mais pour ajuster leurs propres lignes rouges. C'est les publics, eux, interprètent la séquence comme la preuve qu'une parole ferme n'entraîne pas automatiquement une sanction visible. Cette perception, qu'elle soit exacte ou partielle, modifie les attentes collectives. Ibrahim Traoré se retrouve ainsi au centre d'un révélateur involontaire. Il n'impose pas une nouvelle règle, mais il expose les limites de l'ancienne. Le cœur de la révélation est là. Le rapport entre parole et riposte n'est plus automatique. Et dès lors que cette automaticité est brisée, même une seule fois, l'espace du possible s'élargit pour tous. Les effets de la séquence ne se répartissent pas de manière uniforme. Ils varient selon les positions, les intérêts et les horizons temporels des acteurs concernés. Pour les dirigeants nationaux de la région, quelle est la conséquence immédiate est un élargissement prudent de la marge de manœuvre. Sans reprendre nécessairement le ton ni les formules d'Ibrahim Traoré, certains peuvent désormais évoquer la souveraineté ou l'autonomie stratégique avec moins d'appréhension. Le précédent ne protège pas, mais il réduit le sentiment d'isolement individuel. La parole cesse d'être un saut dans le vide pour devenir un risque partagé. Pour les administrations et les appareils d'État, l'impact est plus technique. La séquence oblige à recalibrer les scénarios internes. Les hypothèses de réaction automatique, longtemps intégrées dans les plans diplomatiques, doivent être ajustées. Le silence observé devient une variable à part entière. Il n'annule pas les contraintes, mais il complexifie les anticipations. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un décideur isolé que comme un facteur de stress test appliqué à des routines établies. Du côté des citoyens, l'effet est principalement psychologique, mais non négligeable. La diffusion massive du discours, puis l'absence de réponse visible, nourrissent l'idée qu'une parole ferme peut exister sans sanction immédiate. Cette perception renforce un sentiment de dignité collective, même si les conditions matérielles restent inchangées. Pour une partie du public, l'événement devient un repère narratif, un moment où quelque chose a semblé possible. Pour d'autres, il suscite des attentes que le réel pourrait décevoir, créant une tension entre symbole et quotidien. Les acteurs économiques, enfin, lisent la séquence avec une prudence accrue. L'incertitude augmente à court terme, car les signaux politiques deviennent moins prévisibles. Cependant, cette même incertitude ouvre aussi des espaces de négociation différents. Si les lignes ne sont plus figées, certains partenariats peuvent être rediscutés sur des bases nouvelles, plus conditionnelles. Ici encore, la conséquence n'est pas un renversement immédiat, mais un déplacement du cadre. À l'échelle régionale et diasporique, l'impact est cumulatif. Les échanges transnationaux amplifiant le récit, renforçant l'idée que l'épisode dépasse un seul pays. Ibrahim Traoré est alors perçu comme un catalyseur plutôt que comme une fin en soi. Le bénéfice principal pour ces publics est symbolique, mais il agit comme un lien. Il connecte des expériences dispersées autour d'un même point de référence. Pris ensemble, et ces effets montrent que la séquence
ne produit pas une transformation homogène. Elle redistribue des attentes, ajuste des calculs et reconfigure des récits. La conséquence la plus tangible n'est pas une décision visible, mais une modification des comportements anticipés. Et c'est précisément cette accumulation discrète, groupe après groupe, qui donne à l'épisode sa portée durable. À horizon de 6 à 12 mois, 3 trajectoires plausibles se dessinent, sans présumer d'une issue définitive. Dans un scénario de base, on voit plutôt une normalisation prudente. Les acteurs concernés évitent l'escalade publique tout en maintenant des canaux discrets. Les mots forts restent dans les archives, mais leurs effets persistent sous forme de lignes rouges tacites. Les relations se poursuivent, plus transactionnelles, et avec une attention accrue portée aux signaux faibles. Dans cette configuration, la séquence agit comme un rappel, parler à un coup, se taire aussi, et chacun ajuste son dosage. Dans un scénario plus optimiste, on peut imaginer une consolidation régionale graduelle. Les échanges politiques et économiques s'intensifient entre voisins, partageant des contraintes similaires. Des mécanismes de coordination, même informels, réduisent la vulnérabilité individuelle. Les discours publics deviennent plus cohérents, sans être identiques, et la négociation gagne en symétrie. Ici, l'effet principal est cumulatif. Aucun geste n'est décisif isolément, mais l'addition de postures fermes rend le retour à l'ancienne asymétrie plus difficile. La parole n'est pas victorieuse, elle est simplement moins dissuadée. Dans un scénario plus pessimiste, on peut aussi craindre une reprise de pression différée. Plutôt qu'une réaction frontale, des leviers indirects sont activés. Ralentissements administratifs, conditionnalité renforcée, arbitrage défavorable. La visibilité publique reste faible, mais les contraintes s'accumulent. Ce scénario teste la résilience des choix initiaux et la capacité à absorber des coûts à court terme. Il rappelle que l'absence de riposte immédiate n'équivaut pas à une acceptation durable. Dans les 3 cas, une recommandation de méthode s'impose. Plutôt que de surinterpréter un instant, il est préférable de raisonner en conditions. Si les canaux alternatifs restent ouverts, alors la marge de manœuvre s'élargit. Si les coordinations régionales se renforcent, alors le risque individuel diminue. Si, au contraire, les pressions deviennent fragmentées et silencieuses, alors la soutenabilité doit être réévaluée rapidement. Ce cadre conditionnel évite 2 pièges opposés. L'euphorie qui surestime la portée d'un symbole et le cynisme qui en nie tout effet. La valeur analytique de la séquence tient précisément à sa capacité à éclairer ses choix futurs, sans les prédéterminer. Pour le spectateur, l'impact ne se situe pas au niveau des décisions immédiates, mais dans la manière de lire l'actualité internationale. La séquence oblige à ralentir et à distinguer le bruit des signaux. Elle montre que tout événement visible n'est pas décisif, et que certaines absences, une réponse qui ne vient pas, une condamnation qui tarde, peuvent être plus informatives qu'un communiqué. Cette grille de lecture affine l'attention portée au délai, au silence et au décalage. Elle modifie aussi la perception du rôle individuel. L'observateur n'est plus seulement consommateur d'un récit fabriqué ailleurs. Les circuits de diffusion observés rappellent que l'agenda peut être déplacé par des relais ordinaires, sans validation centrale. Cela ne signifie pas que chacun détient un pouvoir égal, mais que la circulation de l'attention est devenue une ressource stratégique. Comprendre ce mécanisme aide à ne pas confondre viralité et influence durable tout en reconnaissant leur interaction pour différents profils, citoyens, étudiants, professionnels, membres de la diaspora. L'épisode sert de repère comparatif. Il invite à poser des questions plus précises. Qui bénéficie d'un silence prolongé? Qui en supporte le coût? Et à quel moment l'absence de réaction devient un choix risqué? Cette approche favorise une lecture moins émotionnelle et plus conditionnelle des prises de position publiques. Enfin, la séquence rappelle une limite importante. Les symboles peuvent ouvrir des espaces, mais ils ne remplacent ni les politiques publiques, ni les capacités institutionnelles. Les attentes doivent rester proportionnées. L'intérêt de l'épisode tient à ce qu'il clarifie les possibles, pas à ce qu'il promet des résultats d'automatique. En somme, pour le spectateur attentif, le principal changement est méthodologique. Il s'agit d'apprendre à observer autrement, suivre les enchaînements, comparer les précédents et mesurer les effets dans le temps.
Cette discipline de lecture est transférable bien au-delà du cas étudié, et c'est précisément ce qui lui donne sa valeur. C'est pour que l'épisode dépasse le statut de symbole et produise des effets durables, plusieurs conditions doivent être réunies. La première concerne la cohérence interne. Une parole forte crée une attente. Sans alignement progressif entre discours et pratique, cette attente se retourne rapidement en scepticisme. La durabilité ne suppose pas des ruptures spectaculaires, mais une continuité lisible entre ce qui est dit et ce qui est fait, même à un rythme contraint. La deuxième condition tient à la coordination. L'isolement est le principal multiplicateur de coûts. Des mécanismes, formels ou non, permettant de partager l'information, de synchroniser des positions minimales et d'éviter les dissonances publiques réduisent le risque individuel. Dans ce cadre, le rôle d'Ibrahim Traoré n'est pas de diriger un ensemble, mais d'avoir rendu visible l'intérêt d'une synchronisation, même légère, des postures. La troisième condition est économique et administrative. Les symboles ouvrent des fenêtres, mais seuls des ajustements concrets, diversification des partenariats, priorisation des capacités locales, gestion prudente des dépendances, peuvent absorber des pressions différées. L'objectif n'est pas l'autarcie, mais une négociation mieux outillée, où les marges sont connues et partagées. Une quatrième condition concerne la communication. Maintenir une narration sobre, éviter l'escalade verbale inutile et laisser des portes ouvertes limite les risques de polarisation. Le silence stratégique, lorsqu'il est choisi, peut être aussi opérant que la déclaration publique. La leçon de l'épisode est précisément que le tempo compte autant que le contenu. Enfin, une mesure claire du progrès est indispensable. Définir des indicateurs simples, continuité des échanges, absence de sanctions visibles, stabilité des canaux, permet d'évaluer si la posture reste soutenable. Sans ces repères, l'analyse dérive vers l'impression. Cette feuille de route n'offre aucune garantie, elle propose une méthode. Si ces conditions sont réunies, alors le symbole gagne en épaisseur. Si elles ne le sont pas, l'épisode restera un moment marquant, mais isolé. La question devient alors pratique. Quelles conditions peuvent être mises en place dès maintenant pour transformer un signal en trajectoire ? Le récit revient alors à son point d'origine, non pour répéter la scène, mais pour en mesurer la charge symbolique. La salle, le micro, l'absence de notes, ces détails, banals en apparence, ils apprennent une autre densité après le chemin parcouru. Ce qui comptait au départ comme un geste isolé apparaît désormais comme un marqueur de transition. Le motif n'est pas la confrontation, mais la visibilité retrouvée d'une parole longtemps contenue. Dans cette perspective, Ibrahim Traoré n'est ni un héros figé, ni une figure providentielle. Il incarne un moment précis où une attente diffuse trouve une forme publique. Le rappel émotionnel ne tient pas à la promesse d'un avenir assuré, mais à la reconnaissance d'un seuil franchi. Dire non, une fois, sans réponse immédiate, suffit parfois à modifier l'imaginaire du possible. Le motif initial se referme donc sur une idée simple. Les changements politiques profonds ne commencent pas toujours par des institutions nouvelles ou des traités. Ils commencent souvent par une rupture de ton qui rend visibles des options jusque-là jugées impraticables. Ce rappel donne à l'épisode sa portée affective. Il montre que le courage peut être contagieux même lorsqu'il reste prudent. La phrase qui demeure n'est pas une menace ni un slogan. C'est une certitude provisoire. Le silence n'est plus la seule issue. Et tant que cette certitude circule, le moment conserve sa force, indépendamment de ce que l'avenir immédiat réservera. La dernière étape n'est pas une injonction, mais une invitation à la réflexion collective. Les épisodes de ce type gagnent rarement à être consommés comme des certitudes. Ils prennent de la valeur lorsqu'ils nourrissent une discussion informée, capable de relier symboles, contraintes et choix concrets. Ce récit propose donc moins une conclusion qu'un espace de dialogue. À l'échelle sociale, l'enjeu est de comprendre comment des paroles publiques façonnent des attentes et comment ces attentes influencent à leur tour les décisions. À l'échelle individuelle, il s'agit d'exercer un regard critique, distinguer ce qui relève de l'élan émotionnel et ce qui peut s'inscrire dans la durée. Ces deux niveaux ne s'opposent pas, ils se complètent.
Observer ce moment, c'est aussi interroger le rôle du spectateur. Non pour transformer chacun en acteur politique, mais pour reconnaître que l'attention, la discussion et la mémoire collective participent à la solidité ou à l'érosion des symboles. Les récits persistent parce qu'ils sont repris, questionnés, nuancés. La question finale reste ouverte, volontairement. Que faut-il surveiller désormais ? Les paroles à venir, les silences prolongés ou les ajustements discrets qui suivent souvent les grands moments visibles. Et selon vous, à quel signe saura-t-on si cet épisode marque une trajectoire durable ou simplement une parenthèse marquante ?